Bonjour à tous. Ce soir, nous allons décortiquer les couches d'une histoire qui, si elle vous arrivait, disons simplement que la plupart des gens ne s'en détourneraient pas. Vous n'auriez probablement pas survécu à cela si vous n'aviez pas appris à vos dépens comment surpasser votre propre famille. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez réellement ce que je fais ici. Et, dis-moi d'où tu écoutes et quelle heure il est là-bas. J'aime savoir jusqu'où s'étend notre petit feu de camp. Maintenant, éteignez les lumières. Vous pouvez peut-être allumer un ventilateur pour créer un bruit de fond doux. Et commençons le voyage de ce soir. Tout a commencé par un virement bancaire. 320 000 $. C'est le montant que j'ai transféré sur le compte bancaire de mon fils un jeudi matin froid d'octobre. Je me souviens que ma main tremblait un peu lorsque j'ai cliqué sur « Confirmer », mais ma voix est restée calme lorsque je l'ai appelé. « Ryan », dis-je, doucement comme toujours. « Je viens d'envoyer l'argent. Assure-toi qu'Élise prenne soin d'elle et du bébé. » Il y eut une brève pause. Puis sa voix résonna dans le haut-parleur, tout ensoleillé et sans effort, comme s'il avait toujours été le bon fils qu'il n'avait jamais vraiment été. « Bien sûr, maman, tout ira bien. Je vais être papa maintenant. J'ai des responsabilités. » J'ai souri, à peine. Peut-être que je voulais le croire. Peut-être avais-je encore ce petit espoir insensé enfoui quelque part sous toute cette déception. Mais avant que je puisse dire un mot de plus, il m'a coupé la parole. Bon, je dois y aller. On a beaucoup de choses à faire ici. Même pas un merci. Je laissai échapper un léger soupir, essayant de ne pas paraître blessé. D'accord, je t'aime, chérie. Et puis, juste au moment où j'allais raccrocher, sa voix s'est glissée à travers le téléphone comme une rafale froide sous la porte. Enfin, dit Élise, son ton dégoulinant de suffisance. La vieille femme a envoyé l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas respiré. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis resté complètement immobile, m'accrochant à un mince espoir désespéré que Ryan dirait quelque chose n'importe quoi pour me défendre. Mais au lieu de cela, il a ri. Un son sec et dédaigneux qui brisa toute la chaleur qui restait en moi. Ça a pris assez de temps, se moqua-t-il. Nous avons dû simuler une grossesse juste pour l'obtenir. Non. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Ma vision est devenue floue. J'aurais voulu croire que j'avais mal entendu, mais la vérité résonnait trop fort pour être ignorée. Ryan a toujours été imprudent avec l'argent. Jeu d'argent, prêt, plan pour devenir riche rapidement. J'avais réparé tous les dégâts. Je l'ai renfloué à maintes reprises. Je pensais qu'être sa mère signifiait le protéger, même de lui-même. Mais ça. Ce n'était pas de l'imprudence. C'était une trahison. J'avais baissé ma garde à cause de l'histoire de la grossesse. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il était enfin en train de changer de vie. Au lieu de cela, ce n'était qu'une autre arnaque. Un plus froid. Plus tranchant que n'importe quel mensonge avant lui. Après cet appel, je me suis retrouvé au milieu de mon salon. La même pièce où je lui lisais des histoires avant de dormir, emballait ses cadeaux d'anniversaire, pensait ses genoux écorchés. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment compté dans son monde. À travers le téléphone, j'entendais encore Élise rire. Je discute avec Ryan de la façon dont il dépenserait mon argent. J'ai finalement raccroché. Et pendant un instant, le silence dans la maison m'a semblé étouffant, comme si les murs eux-mêmes se moquaient de moi. J'ai dû rester là pendant 1 heure, à regarder dans le vide, serrant le téléphone comme si cela pouvait changer ce que je venais d'entendre. Le pire ? Ce n'était même pas une surprise. Ryan avait arrêté de venir après avoir épousé Élise. Les appels se sont faits plus rares. Les excuses, plus fréquentes. Je me suis dit qu'il était occupé. La vie de couple. Nouvelle responsabilité. J'ai cru à tous les mensonges que je me suis racontés. Je lui ai trouvé des excuses comme je l'ai fait pendant des années. Mais maintenant, le bandeau était tombé. Et tout ce que j'ai vu, c'était la triste vérité transactionnelle. 2 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. C'était presque risible. Après m'avoir isolé pendant des mois, ils ont soudainement eu le temps de me rendre visite. Le bruit de quelqu'un qui frappait à la porte m'a fait sursauter plus que cela n'aurait dû. Je ne l'avais pas entendu depuis si longtemps. J'ai ouvert la porte,
masquant la douleur dans ma poitrine avec le meilleur sourire que je pouvais rassembler. Ryan, ai-je salué doucement. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il a souri comme si tout était parfaitement normal et m'a fourré un sac en plastique dans les mains. Je t'ai apporté des compléments alimentaires. Ça doit te garder en bonne santé. Juste derrière lui, Élise intervint, sa voix douce et collante. On a pensé à toi, Hélène. Il parle de toi tout le temps. C'est juste le travail qui l'occupe. Ils ont joué leur rôle à la perfection. Soigné. Répété. Convaincant si vous ne connaissiez pas la vérité. Mais je l'ai fait. Et cela a tout changé. J'ai souri chaleureusement en tapotant le bras de Ryan. Rien que cette pensée compte énormément pour moi. Entrez. Ils se sont installés sur mon canapé comme s'ils étaient les propriétaires des lieux, complimentant la maison, commentant à quel point elle était confortable. Il n'a pas fallu longtemps avant que Ryan ne découvre la véritable raison de sa visite. Tu sais, l'appartement est exigu, commença-t-il avec désinvolture. Avec Élise enceinte et tout, ce n'est pas idéal. Nous pensions que nous pourrions peut-être rester ici un moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je souriais légèrement, les regardant comme un spectateur d'une pièce de théâtre que j'avais déjà vue. Élise sauta à l'intérieur en soupirant dramatiquement. Ce n'est tout simplement pas sain pour moi ni pour le bébé. Tu sais comment c'est. Ils ne regardaient pas seulement la maison. Ils revendiquaient leurs droits. J'habite dans un vieux 2 étages près de la ville. Rue calme. De bons voisins. À distance de marche de tout. Valeur de la propriété, bien au-delà du $1 000 000. Ryan a grandi ici. Il savait exactement ce que cela valait. Et maintenant, il le voulait. J'ai légèrement hoché la tête. Bien sûr que tu peux rester. Les yeux de Ryan brillèrent de surprise. Il pensait que je résisterais. Mais je ne résistais plus. Je regardais. En attendant. Effectivement, les mots suivants ont scellé l'affaire. Eh bien, puisque nous restons, il serait peut-être judicieux de mettre la maison à mon nom. Les impôts, l'entretien, tout ça. Élise lui fit écho, la voix ruisselante d'affection pratiquée. On veut juste que tu te détendes, Hélène. Tu en as assez fait. Autrefois, ces mots auraient pu me faire fondre. Un jour, j'aurais pu leur donner tout ce que j'avais. Pas plus. Bien sûr, dis-je d'une voix douce et égale. Ils ont cligné des yeux, incrédules, visiblement pas préparés à la facilité avec laquelle je leur ai rendu la tâche. Je pressai mes lèvres l'une contre l'autre, souriant doucement en les regardant. Poursuivre. Continuez à jouer votre petit jeu. Je suis curieux de voir jusqu'où vous pensez pouvoir aller. Au moment où Ryan et Élise ont emménagé, la maison a changé. Pas de manière évidente, comme des meubles dans un nouvel endroit, mais dans l'air. Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un vous regarde, même s'il a le dos tourné? Ce léger bourdonnement de tension juste sous la surface? Ouais. C'était comme ça. Dès le 2e jour, Élise jouait le rôle de la belle-fille parfaite avec une facilité déconcertante. Elle m'a coincé dans la cuisine pendant que j'épluchais des pommes pour une tarte, la même recette que ma mère m'avait apprise il y a des décennies. C'est drôle de voir comment ces vieilles habitudes refont surface quand on a besoin de réconfort. Élise s'appuya contre le comptoir, me regardant avec ce sourire poli et sucré qui n'atteignait jamais ses yeux. Alors, comment se passe le transfert? Demanda-t-elle d'un ton décontracté, comme si nous parlions de la météo. Je m'arrêtai, coupai la pomme en deux, puis laissai échapper un léger soupir. Il faut encore quelques jours. Ces choses-là, c'est toujours plus compliqué que prévu. Son sourire se figea, juste une seconde, comme une fissure dans de la porcelaine fine. Mais elle se reprit rapidement, riant de son petit rire léger. Oh, c'est bon. Pas d'urgence. Nous sommes patients. Bien sûr qu'il l'était. Il n'avait pas le choix. Jusqu'à ce que les papiers soient signés, ou si jamais ils le sont, cette maison était toujours légalement la mienne. Après cela, toute leur performance est passée à la vitesse supérieure. Élise s'est réveillée tôt, préparant le petit déjeuner qu'elle a à peine touché. Ryan, mon fils, qui n'avait jamais touché à un balai de sa vie, a soudainement développé une passion pour passer l'aspirateur. C'était comme regarder des acteurs dans une mauvaise production de théâtre communautaire. Sauf que l'enjeu était ma maison et ma vie. J'ai joué le jeu. J'ai souri quand ils ont souri. J'ai ri quand ils ont fait une blague.
Pendant ce temps, je regardais. Et j'ai attendu. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je connaissais leurs signes depuis des années. Le faux rire de Ryan. La façon dont ses yeux se dirigeaient vers le côté lorsqu'il mentait. Les mots trop doux d'Élise. Ses expressions soigneusement contrôlées. Tout cela m'était familier. Et épuisant. Mais j'ai gardé mon masque. Puis vint le moment qui brisa le peu de retenue qui me restait. Il était tard, presque minuit. Je n'ai pas pu dormir. On pourrait penser qu'après 60 ans sur cette planète, l'insomnie serait une vieille amie. Mais cette nuit-là, c'était la nervosité. Un creux dans l'estomac dont je ne pouvais me débarrasser. Je me suis dirigé vers le salon, avec l'intention de prendre un livre, mais je me suis figé juste avant la porte. Voix. Faible. Conspirateur. J'ai pressé mon oreille contre le bois, le léger battement de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Dès qu'elle signera la cession de la maison, murmura Ryan, sa voix dénuée de chaleur. Nous la mettons dehors. Mon souffle s'est arrêté. J'ai appuyé ma paume contre la porte pour me stabiliser. Élise gloussa doucement, sa voix aiguë sous la douceur. Exactement. Et d'ici là, toutes ces économies seront à nous de toute façon. Au revoir, Hélène. Il y eut un silence. Puis Ryan se moqua, amer et froid. Elle ne signifie absolument rien pour moi. Elle ne l'a jamais fait. Un poids mort. C'est tout. Un frisson me parcourut l'échine, s'installant dans mes os. Je pensais être préparé. Mais rien ne vous prépare à entendre votre propre enfant vous appeler poids mort. Rien ne vous prépare à ce moment où la dernière corde se rompt, celle à laquelle vous vous êtes accroché à travers chaque déception, chaque mensonge, chaque appel d'anniversaire manqué et chaque promesse non tenue. Je m'éloignai de la porte, silencieux comme une ombre, ravalant le cri qui montait dans ma gorge. Le salon, autrefois un sanctuaire, ressemblait désormais à une scène de crime. Je suis monté à l'étage et me suis assis au bord de mon lit, regardant dans le noir. Je ne pleure pas. Pas plus. J'avais dépassé le stade des pleurs. Il n'y avait que le silence. Et la décision. Le lendemain matin, je leur ai préparé le petit déjeuner. Pain grillé, jus d'orange. Le genre de petit déjeuner que vous préparez lorsque vous faites comme si tout allait bien. Élise a complimenté les œufs. Ryan m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai souri. Je leur ai dit que je n'avais pas aussi bien dormi depuis des années. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Parce que la clarté a le pouvoir de vous apaiser, même quand cela fait mal. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. Pas celui de la famille. Ce n'était pas l'homme qui avait autrefois aidé Ryan à refinancer une voiture qu'il n'avait jamais remboursée. Non, c'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un d'intelligent, discret et farouchement protecteur envers les femmes comme moi. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café près du palais de justice. Je lui ai tout remis, l'acte de propriété, les relevés de compte, les copies du virement bancaire. Ma voix n'a tremblé qu'une seule fois, quand j'ai dit. Je veux m'assurer qu'il n'y touche plus jamais un centime. Elle hocha la tête. Pas un mot de sympathie. Il suffit de résoudre. Nous nous en occuperons, dit-elle. Et eux. Quand je suis rentré à la maison, Ryan et Élise se prélassaient dans le jardin, sirotant de la limonade comme s'ils l'avaient mérité. Je leur ai fait signe à travers la fenêtre de la cuisine. J'ai même souri. Ils ne le savaient pas encore, mais le temps avait commencé à tourner. 3 jours plus tard, un coursier frappait à la porte. Ryan a signé l'enveloppe sans la lire. J'ai vu son visage pâlir au moment où il l'a ouvert. La maison n'était plus à l'étude pour un transfert. Le compte avait été gelé. Mon testament mis à jour. Leur nom n'était inscrit nulle part. Il a fait irruption dans la cuisine en agitant les papiers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai levé les yeux de mes mots croisés, calme comme une brise du dimanche. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Tu as menti, siffla Élise derrière lui. Non, dis-je, j'ai écouté. J'ai écouté tout ce que tu as dit ce soir-là dans le salon. Leurs visages sont vidés de leur couleur. Tu nous espionnais, grogna Ryan. Non, dis-je doucement, j'étais réveillé. Ils ont plié bagages cette nuit-là. Pas de doux au revoir. Pas de fausses larmes. Et quand la porte s'est finalement fermée derrière eux, je me suis assis au milieu de mon salon,
la même pièce dont j'avais autrefois pensé qu'elle serait toujours pleine de famille. Et j'ai expiré. Pas par tristesse. Mais soulagement. Parce que pour la première fois depuis des décennies, la maison m'appartenait à nouveau, non seulement sur le papier, mais aussi dans l'esprit. Et moi. J'étais libre. Mais entendre son propre enfant vous rejeter ainsi, c'est comme si on vous avait enfoncé les côtes. Je reculais doucement, la douleur familière des vieux regrets s'insinuant. Où avais-je fait une erreur? Était-ce à cause des nuits où je le soignais malgré ses fièvres? Des dettes que j'avais payées quand il avait gaspillé son avenir au jeu? Des chances que je lui donnais sans cesse, encore et encore? Peut-être que j'ai confondu l'autonomisation avec l'amour. Je me dirigeais vers la fenêtre, contemplant le jardin. La lumière du porche projetait une douce lueur sur l'herbe. Un souvenir me revint en mémoire, Ryan, 5 ans, riant en poursuivant Baxter, notre Golden Retriever, dans le jardin. Baxter était parti depuis longtemps, mais son souvenir était resté, la seule présence fidèle que j'ai jamais connue. Je soupirais en me frottant les mains, les années de tâches ménagères et de maternité gravées dans chaque ride de ma peau. Ça faisait mal, mais ça clarifiait tout. Je ne pouvais pas changer Ryan. Je ne pouvais pas réécrire ces années. Mais je pouvais enfin me protéger. Le lendemain matin, j'ai préparé du café, mis la table et joué au même jeu que d'habitude. Élise roucoulait sur sa grossesse. Ryan flattait ma cuisine. Mais sous leurs paroles, je n'entendais que le tic-tac de leur petite arnaque. Cette nuit-là, la douleur de la trahison m'a de nouveau empêché de dormir. Cette fois, je n'étais pas le seul à être agité. Vers 2 heures du matin, je l'ai entendu, le grincement de la porte de derrière. Fronçant les sourcils, je me suis glissé hors du lit et j'ai enfilé mon peignoir. Silencieux comme une ombre, je me suis dirigé vers la cuisine. La porte était entr'ouverte. L'air frais de la nuit entrait. Je sortis, mes pieds nus frais sur la terrasse en bois. Baxter, murmurai-je un réflexe. Mais Baxter était parti depuis longtemps. La cour était vide. Trop vide. J'ai vérifié son ancien coin, où ses jouets, sa couverture usée et sa balle de tennis grinçante avaient toujours trôné. Disparu. L'espace était impeccable, comme si aucun chien n'y avait jamais vécu. Un trou s'était creusé dans mon estomac. Je me suis précipité à l'intérieur, fouillant la maison. Je l'ai appelé à nouveau. Rien. À l'aube, mes pires craintes se sont confirmées. Ce n'était pas une simple négligence. C'était délibéré. Ryan, assis avec suffisance à la table du petit déjeuner, a à peine levé les yeux de son téléphone lorsque je l'ai confronté. Oh, le chien! Il fit un geste dédaigneux de la main. Je l'ai déposé quelque part. Ce vieux chien est toujours sur mon chemin. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge se serrait, le chagrin et la rage mêlés. Tu quoi? Ma voix se brisa. Ryan haussa les épaules et mordit dans son toast. Il était vieux. Tu as 60 ans, maman. Tu ne devrais pas t'occuper d'un chien. Je t'ai rendu service. Une faveur? 12 années de loyauté, d'amour et de compagnie tranquille, jetées comme des ordures. Élise intervint, complètement indifférente. Honnêtement, Hélène, tu devrais le remercier. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri froidement, avec maîtrise à cet instant, j'ai arrêté de jouer et j'ai commencé à écrire mon propre scénario. Il pensait diriger les opérations. Mais le problème avec le fait d'être sous-estimé, c'est que ça permet de planifier en toute tranquillité. Et j'avais maintenant un plan. Un plan qu'il n'aurait jamais vu venir. Le problème avec la trahison, c'est qu'elle n'explose pas toujours comme un feu d'artifice. Parfois, elle s'infiltre lentement, comme un vent froid qui s'infiltre sous un chambranle. Elle s'installe silencieusement, pourrissant les limites de la confiance, jusqu'au jour où il ne reste plus rien à réparer. Après ce que Ryan a fait à Baxter, j'ai arrêté de pleurer. Le matin était pour ceux qui gardaient encore espoir. Au lieu de cela, j'ai opté pour la pragmatisme. Première chose que j'ai faite, faire les courses. Mais pas les courses habituelles. Non, ce voyage avait un but. J'ai pris mon temps, déambulant dans les allées, étudiant chaque étiquette, chaque liste d'ingrédients. Je réfléchissais non seulement comme une mère, mais comme une femme qui prépare discrètement sa vengeance. J'ai rempli le chariot de leurs plats préférés, macaroni au fromage crémeux,
toast beurré, gratin riche, soupe de potiron savoureuse, purée de pommes de terre généreuse. Des plats réconfortants, ceux qui vous bercent d'une fausse sensation de chaleur, vous alourdissent et vous embrouillent l'esprit. Plus ils se laissaient aller, moins ils étaient vifs. Plus ils étaient paresseux. Plus ils étaient lents. Et pendant tout ce temps, j'aiguisais mon prochain mouvement. De retour à la maison, le dîner fut un succès. Ryan avala presque les pâtes au fromage, grognant de satisfaction. « Maman, marmonna-t-il la bouche pleine, je te jure que ta cuisine s'améliore. » Élise sirotait l'épaisse soupe à la citrouille, son sourire sirupeux. « Je suppose que te garder à mes côtés a ses avantages. » Je souris doucement en poussant la corbeille à pain vers eux. « Mange autant que tu veux. Vous avez tous les deux l'air un peu maigres ces derniers temps. » Les jours se succédaient dans la même routine. Je cuisinais. Ils dévoraient. Ils faisaient plus de siestes, se déplaçaient plus lentement, leurs nerfs s'émoussent, leur arrogance s'adoucit. Pendant ce temps, je restais vigilant et curieux. Un après-midi tranquille, alors que je rangeais le salon, je les repérai, l'ordinateur portable de Ryan, faiblement illuminé sur le canapé. Je n'ai jamais été du genre à fouiner. Mais quelque chose m'a dit de regarder. L'écran affichait un historique de recherche qui me glaçait les veines. Comment souscrire une assurance vie de grande valeur pour un membre de la famille? Faille juridique en cas de décès accidentel. Réaffectation d'un fonds fiduciaire après le décès d'un proche. J'ai cliqué sur les onglets, la bile me montant à la gorge. Les morceaux s'assemblaient avec une clarté brutale. La fausse grossesse. L'intérêt soudain pour ma maison. L'offensive de charme. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de ma vie. Il voulait que ça se termine. J'ai claqué l'ordinateur portable, mes doigts tremblaient, et je suis allé directement au bureau d'assurance. Le réceptionniste, un jeune homme poli avec trop de gel dans les cheveux, a tapé sur son clavier après que j'ai posé ma question. « Oui, Madame Monroe », confirma-t-il nonchalamment. « Il existe une police d'assurance à votre nom. Niveau premium. L'une des plus chères que nous proposons. » Je me suis agrippé au bord du comptoir pour me stabiliser. Qui l'a enlevé? Il fronça légèrement les sourcils, vérifiant l'écran. Il semble que votre fils soit à l'origine de tout cela. Bien sûr. Ryan n'a jamais rien fait de petit. S'il devait me trahir, il s'assurerait que le gain en vaille la peine. Je suis sorti de ce bureau avec l'estomac noué, mais mon esprit était clair. Il ne prévoyait pas seulement de voler ma maison, mais de m'effacer complètement. À mon retour, Ryan était en pleine performance, il tenait la porte ouverte, m'aidait à porter mes bagages et me demandait comment s'était passée ma journée, comme dans un personnage de film Hallmark. C'était nauséabond. « Salut, maman », dit-il avec la même chaleur feinte. « Tu dois être épuisé. Tu cours partout. » J'ai forcé un sourire. Oh, je vivrai. Ses yeux brillaient d'une lueur qui ne me plaisait pas. Mais je gardais mon sang-froid. Plus tard dans la soirée, au cours du dîner, ils ont dévoilé leur prochain acte. Vous savez, commença Ryan en faisant tournoyer sa fourchette dans sa nourriture, nous pensions qu'une petite escapade pourrait nous faire du bien à tous. Élise hocha la tête, posant doucement une main sur mon bras. De l'air frais. Un peu de repos. Un endroit paisible. C'était trop répété. Je me suis penché en arrière et j'ai joué le jeu. Où pensais-tu? La forêt nationale de Ridgewood, répondit Ryan, toujours aussi décontracté. Quelques petites randonnées, des points de vue panoramiques, rien de bien fatigant. Bois de Crête. Un endroit que je connaissais trop bien. La légende locale raconte que ceux qui s'éloignaient trop des sentiers ne revenaient parfois pas falaises dangereuses. Sentiers non balisés. Isolés. Dangereux. Parfait pour un accident. J'ai failli rire. Si je n'avais pas vu les preuves, j'aurais peut-être succombé à leur petit jeu de complicité. Mais je l'avais vu. Et j'étais prêt. Ça a l'air délicieux, répondis-je d'une voix assurée. J'y vais. Ils clignèrent tous les deux des yeux, surpris de la facilité avec laquelle cela se passait. Élise reprit ses esprits la première, avec un large sourire. Super. Tu devrais faire tes valises ce soir. On part tôt. J'ai hoché la tête et me suis excusé pour aller dans ma chambre. Derrière la porte verrouillée, je m'assis au bord du lit, les yeux fixés sur le sac à dos vide qu'ils attendaient de moi.
Mais je n'avais pas l'esprit tourné vers les chaussures de randonnée ou le mélange montagnard. C'était une question de survie. Parce qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir un plan. Et le mien, était en mouvement bien avant qu'ils ne mettent le leur en marche. Je ne tombais pas dans leur piège, je les entraînais droit dans le mien. Le matin de la randonnée, je me suis réveillé avant le réveil. C'est drôle comme l'instinct de survie aiguise les sens. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel des planches tandis que Ryan et Elise emballaient leurs affaires dans la pièce voisine. Je préparais du café, mes mains maintenant stables bien plus stables qu'elles ne l'étaient lorsque tout cela avait commencé. Je les sirotais lentement, laissant la chaleur s'installer dans ma poitrine, m'ancrant. Ils allaient essayer de me tuer aujourd'hui. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà décidé de la fin de l'histoire. Nous sommes partis juste après le lever du soleil, la fraîcheur d'octobre étant encore présente. Ryan conduisait, la main posée nonchalamment sur le volant, fredonnant au rythme de la radio comme si c'était une agréable sortie en famille. Élise était assise à l'arrière, faisant défiler les informations sur son téléphone, des lunettes de soleil protégeant ses yeux. Il ne parlait pas beaucoup. Mais ce n'était pas nécessaire. La forêt nationale de Ridgewood se profilait à l'horizon, tout en pics escarpés et en pins touffus. Une étendue sauvage, plus connue pour ses randonneurs disparus que pour ses panoramas. J'y étais déjà allé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais pas la vieille femme sans défense qu'ils croyaient. Des années auparavant, après le décès de Baxter et le silence qui régnait à la maison, j'ai rejoint un club d'alpinisme local. Randonnée. Cours de survie en milieu sauvage. Formation aux premiers secours. Il ne s'agissait pas d'être aventureux. Il s'agissait de ne plus se sentir impuissant. Et aujourd'hui, ce choix pourrait bien me sauver la vie. Lorsque nous sommes arrivés sur le parking en gravier à l'entrée de la forêt, j'ai bien joué mon rôle, je me suis étiré avec raideur, j'ai grimacé un peu, j'ai fait semblant de ne pas être sûr que mes genoux pourraient le supporter. Ryan rigola. On y va doucement. Ne t'inquiète pas. Facile. C'est vrai. La randonnée commençait agréablement. Les feuilles craquaient sous les pieds. Les oiseaux gazouillaient. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Élise n'arrêtait pas de me regarder, la bouche retroussée par un sourire mielleux et hypocrite. Ryan suivait juste devant, nous montrant des arbres, se faisant passer pour notre guide. Ils ont attendu que nous soyons au plus profond de la forêt, au-delà des sentiers bien balisés, sur les chemins étroits et sinueux que peu de gens osaient explorer. Finalement, nous avons atteint un belvédère rocheux. Le genre qui vous fait tourner l'estomac si vous vous tenez trop près du bord. Faisons une pause, proposa Ryan en posant son sac. Je me suis installé sur un rocher proche, faisant semblant d'être essoufflé, et j'ai sorti ma bouteille d'eau. Élise m'a tendu une boisson électrolytique avec une gentillesse éprouvée. J'ai pensé que ça pourrait te servir, dit-elle doucement. Il faut rester hydraté. Je l'ai pris avec un hochement de tête reconnaissant, dévissant le bouchon. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais jamais prévu de le boire. Ces derniers jours, j'observais discrètement leurs petites réserves de sédatifs cachées dans la cuisine. Il n'avait pas été difficile d'en glisser quelques-uns dans ma poche ou dans leur nourriture. J'ai soulevé la bouteille, je l'ai inclinée juste assez pour les apparences, puis je l'ai abaissée à nouveau. Ryan et Élise échangèrent un regard, suffisant et plein d'espoir. Parfait. J'ai fouillé dans mon propre sac et j'en ai sorti 2 barres énergétiques. Longue randonnée. Vous devriez manger aussi. Ils les ont pris sans hésitation, déballant les barres, les dévorant comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Ils n'ont pas remarqué les légères traces de glissement là où j'avais refermé les emballages. Ils n'ont pas senti le goût des sédatifs en poudre que j'avais glissés à l'intérieur. Les mêmes qu'ils avaient prévu d'utiliser sur moi. J'ai attendu, silencieuse et immobile, pendant que les drogues faisaient effet. Cela n'a pas pris longtemps. Les yeux de Ryan se baissèrent d'abord. Il ralentit son pas. Il commença à parler difficilement. Élise essaya de le stabiliser, mais ses propres jambes fléchirent, son visage perdant toute couleur. Je me suis levé, j'ai brossé la saleté de mon pantalon, je les regardais s'effondrer comme des marionnettes au fils coupé. La forêt était silencieuse, à l'exception de leurs murmures groggy et paniqués. Ils ont levé les yeux vers moi, la confusion se lisant sur leur visage. J'ai légèrement incliné la tête, ma voix calme. Problème ? Les pupilles d'Élise se contractèrent. Ses lèvres cherchaient ces mots.
Qu'est-ce que tu as? Tu avais prévu la même chose pour moi, répondis-je d'un ton neutre. J'y suis arrivé en premier. Ryan a essayé de se relever, mais ses membres étaient engelés, sa respiration était superficielle. Maman, viens. Sa voix était brisée, faible et tremblante. On est une famille. Je ris doucement. C'est drôle comme cela n'a d'importance que lorsque l'on a besoin de quelque chose. Je les enjambais, mes bottes craquant les feuilles séchées, et jetai un coup d'œil vers le sentier qui menait plus profondément dans les bois. Le soleil s'était couché, les ombres s'étendant longues et sombres sur le sol. Tu voulais que je parte, continuai-je. Mais voilà, ma puce, cette forêt, elle se fiche de qui tu es. J'ai commencé à marcher, lentement et régulièrement. La carte dans ma poche. Chaque point de repère gravé dans ma mémoire. Les randonnées du club d'alpinisme avaient porté leurs fruits. Derrière moi, j'entendais les faibles protestations d'Élise. Les halètements tendus de Ryan. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Ils étaient désormais dépassés. Et la nature? La nature ne négocie pas. La température baisserait avec le soleil. Les animaux sauvages erraient souvent sur ces sentiers la nuit. S'ils ne retrouvaient pas leur chemin avant la nuit. Eh bien, c'était entre eux et la forêt. Alors que je descendais vers le début du sentier, la forêt semblait respirer avec moi, fraîche, stable, silencieuse. Et pour la première fois depuis des mois, moi aussi. La descente était étrangement paisible. La forêt, dense et imposante, engloutissait chaque son derrière moi. Leurs supplications groggy, le bruissement des feuilles alors qu'ils se débattaient sur le sol. Seuls mes pas réguliers restaient, craquant doucement sur les aiguilles de pin et le gravier meuble. Vous seriez surpris de voir à quel point votre esprit peut devenir calme lorsque vous arrêtez enfin de faire semblant. La vérité? Je n'avais plus peur. Au moment où j'ai atteint le bas du sentier, le soleil était bas à l'horizon. Le ciel s'étendait dans des tons doux de lavande et d'orange. Une brise fraîche agitait les arbres, transportant le parfum familier du pin, de la terre et de la liberté. J'aurais dû rentrer directement à la maison. Mais la vie, avec son étrange timing, avait d'autres plans. Juste au moment où je tournais un virage près du parking, je l'ai entendu. Une voix faible et brisée portée par le vent. Au secours, par ici. Je me suis figé, l'instinct me prenant en main. La voix résonna à nouveau, plus faible cette fois. Je l'ai suivie à travers les sous-bois, serpentant entre les branches tombées et les buissons épineux, jusqu'à ce que je l'aperçoive. Un homme, peut-être de mon âge, gisait sur le sol de la forêt. Sa jambe pliée à un angle anormal, son visage pâle de douleur. « Ne bouge pas », lui criai-je doucement en m'agenouillant à côté de lui. « Tu es blessé. » Il réussit à esquisser un léger sourire à travers ses dents serrées. J'ai compris ça il y a quelque temps. Son visage m'était familier, dans ce genre de silence, de fond d'actualité, mais je n'arrivais pas à le situer. J'ai attrapé mon téléphone et composé les numéros d'urgence avec des doigts stables. En quelques minutes, je lui ai communiqué notre position et je suis resté avec lui, pressant un chiffon propre sur une entaille sur son front. « Je m'appelle Marcus », dit-il après une pause, la voix tendue. « Marcus Grant. » Je me suis raidi. La famille Grant. Propriétaire de Grant Enterprises. La même entreprise que Ryan recherchait désespérément pour obtenir des accords d'investissement. Le même Marcus Grant que j'avais vu dans les reportages économiques. Photographié en train de serrer la main de maire, de PDG et de personnalités influentes. Qu'en penses-tu, ce destin, murmurai-je en essuyant la poussière de sa tempe. Ou peut-être que j'ai de la chance que tu saches ce que tu fais, gloussa-t-il faiblement. La plupart des gens paniquent dans des situations comme celle-ci. Je souris faiblement en glissant le tissu dans mon sac. J'ai de la pratique. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, je suis resté aux côtés de Marcus, les aidant à le soulever sur la civière et répondant aux questions des gardes forestiers. Il m'a serré la main avant qu'il ne l'emmène. Si jamais je peux faire quoi que ce soit pour te rendre l'appareil. Son regard s'adoucit. Tu m'as sauvé la vie. Chose amusante. La vie ne vous lance pas toujours des canaux de sauvetage. Mais quand cela arrive, vous vous y accrochez fermement. J'ai suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Non pas parce que j'y étais obligé, mais parce qu'un fil invisible m'y a attiré. Des heures passèrent dans cette salle d'attente stérile. Le bourdonnement des lumières fluorescentes, le pas silencieux des infirmières,
le léger tintement des boutons d'appel, tout cela se mélange. Quand un médecin est finalement apparu, un presse-papier à la main, je me suis redressé. Son état est stable, m'a informé le médecin. Hors de danger immédiat. Le soulagement s'installa dans ma poitrine comme du miel chaud. Plus tard, lorsque Marcus a repris connaissance, il m'a demandé. Ses yeux, perçants malgré la douleur, ont croisé les miens alors que j'entrais dans la pièce. Tu es resté. Je me suis dit que c'était impoli de laisser quelqu'un en plan 2 fois en une journée. Il rit, d'un rire rauque mais sincère. Vous avez un bon sens de l'humour pour quelqu'un qui sauve des inconnus blessés des forêts. J'ai haussé les épaules. Le risque professionnel de survivre à des gens difficiles. Je ne lui ai pas parlé de Ryan. Je ne lui ai pas parlé d'Élise. À propos de la police d'assurance, des mensonges, de la trahison. Cette partie de ma vie. Cela ne valait pas la peine de le donner à un inconnu. Même un homme riche et puissant. Sérieusement, continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Ma famille, on te doit bien ça. J'offris un léger sourire en repoussant les peluches inexistantes de ma manche. Je vais peut-être accepter. Mais pour l'instant, repose-toi. Je me suis échappé de la pièce avant que la conversation ne devienne lourde. Avant de laisser les murs que j'avais soigneusement construits montrer leurs fissures. La salle à l'extérieur bourdonnait d'activité. Infirmières. Médecins. Assistants en costume, blottis l'un contre l'autre, leur téléphone collé à l'oreille. Marcus Grant n'était pas un simple patient. C'était un homme puissant, avec des relations et des options. J'ai rangé ce fait comme une clé de rechange dans ma poche. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est le timing qui compte. J'ai quitté l'hôpital sous un ciel chargé d'étoiles. La nuit fraîche s'installe sur ma peau comme une promesse silencieuse. Quant à Ryan et Élise, je n'avais pas eu de leurs nouvelles. Et étrangement, je n'étais pas pressé de savoir s'ils étaient revenus de la montagne. Ils ont préparé le terrain pour la trahison. Mais ils ont oublié. J'écrivais l'acte final. Ça a dû être une nuit difficile, dis-je en gardant un ton soigneusement compatissant. Tu n'as aucune idée, rétorqua-t-il, puis il s'adoucit, réalisant probablement qu'il avait encore besoin de moi. S'il te plaît, peux-tu venir ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'éterniser, juste assez pour le laisser se tortiller. Bien sûr, ai-je finalement répondu. Je serai bientôt là. Quand je suis arrivé sur le parking près de la forêt, il ressemblait à des ombres d'eux-mêmes. Ryan était affalé contre la voiture, ses vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Élise était assise sur le trottoir, les bras étroitement enroulés autour d'elle, son apparence habituellement soignée tachée de saleté et de désespoir. Ils se sont précipités dans ma voiture sans un mot, la tension était suffisamment forte pour être tranchée. Le trajet de retour à la maison s'est déroulé dans le silence, à part le bourdonnement des pneus sur la route. De retour à la maison, ils se sont pratiquement effondrés sur le canapé, trop fatigués pour faire leur numéro habituel. Je me suis occupé dans la cuisine, leur préparant un dîner copieux, non pas par gentillesse, mais par stratégie. Les mêmes plats riches et caloriques que j'avais servis auparavant, le poison lent de l'indulgence faisant son retour, purée de pommes de terre crémeuses, légumes trempés dans du beurre, soupe épaisse à la citrouille avec un filet d'huile supplémentaire. Ryan a à peine jeté un coup d'œil à l'assiette avant de la dévorer. Élise, épuisée, ne se posait même pas de questions sur le goût. Je les regardais manger, mon expression indéchiffrable, mon esprit s'aiguisant comme une pierre à aiguiser. Les jours suivants, ils ont repris leur rôle. Seulement maintenant, il y avait un nouveau désespoir derrière leurs yeux. La peur de ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler couvait sous la surface. Mais ils n'avaient pas encore fini. Je pouvais le sentir. Un après-midi, alors que je pliais du linge dans le salon, j'ai remarqué que l'ordinateur portable de Ryan était à nouveau ouvert. Cette fois, je n'ai même pas hésité. L'écran affichait un brouillon de mail. Ces mots m'ont fait froid dans le dos, non pas à cause de la peur, mais à cause d'une clarté froide et calculée. Objet, changement de bénéficiaire de la fiducie. Corps, conformément à notre conversation précédente, veuillez accélérer le processus de réaffectation du bénéficiaire du fonds fiduciaire à mon épouse, Élise Monroe, avec effet immédiat au décès d'Hélène Monroe. Ils ne ralentissaient pas. Ils accéléraient. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable, mettant de côté la serviette pliée,
mon pouls régulier comme un métronome. J'avais besoin d'aller plus vite. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en immobilier. J'ai déguisé les papiers en un contrat de transfert de maison, enveloppé dans une enveloppe en papier craft bien propre. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai remis à Ryan, mon expression calme, ma voix légère comme l'air. Déjà, dis-je. Considérez cela comme un cadeau pour votre petite famille. Ses yeux s'illuminèrent comme celui d'un homme qui venait de gagner à la loterie. Élise a pratiquement sauté dans les escaliers quand elle a entendu. Ils ont dévoré les documents comme des animaux affamés, jusqu'à atteindre la dernière page. Son sourire vacilla. Ses yeux se plissèrent. La suspicion s'est répandue. Mais je suis resté silencieux, à regarder. Elle s'est perchée sur le bord du canapé, les jambes croisées, tout en confiance. Eh bien, je suppose que cette maison est à nous maintenant. Quand comptes-tu déménager? Je clignai des yeux, feignant la surprise. Déménager? Où irai-je? Ryan haussa les épaules, évitant mon regard. Il y a plein de locations disponibles. Tu trouveras. Je me suis penché, ma voix douce, blessée, exactement comme il l'attendait. Je ne pourrais pas rester? Juste un moment? Je cuisine, je fais le ménage, je ne serai pas un problème. Élise a pesé le pour et le contre, le sentiment de droit gravé dans chaque trait de son visage. Finalement, elle fit un geste de la main dédaigneux. Bien. Reste. Au moins, tu es utile. Ryan marmonna son accord, déjà trop distrait par ses fantasmes de propriété. J'ai souri, car il pensait que le jeu était terminé, mais il continuait à jouer selon mes règles. Il n'a pas fallu longtemps pour que les masques tombent complètement. Au moment où il pensait avoir le contrôle, Élise a arrêté de jouer la douce belle-fille. La maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur pendant des décennies. Pour elle, cela n'était rien de plus qu'une scène pour son arrogance. Apporte-moi de l'eau, aboya-t-elle un après-midi, en tapotant ses ongles manucurés contre la table à manger comme si j'étais un serveur dans un restaurant bon marché. Je jetai un coup d'œil depuis l'évier où je rinçais les légumes pour le dîner et forçai un sourire crispé. Bien sûr. Je posai le verre devant elle, la condensation glacée scintillant sur ses bords. Elle prit à peine une gorgée avant de plisser le visage avec un dégoût exagéré. Tu essaies de me brûler? Qu'est-ce que c'est, ça boue? Je me mordis la langue, le coin de ma bouche se soulevant légèrement vers le haut. Désolé, ma chérie. Je vais en prendre un autre. Elle m'a fait signe de partir en levant les yeux au ciel. Oublie ça. Va faire les courses ou quelque chose comme ça. Assure-toi d'avoir quelque chose de convenable pour le dîner. J'ai hoché la tête, m'essuyant les mains sur une serviette tandis que je prenais mes clés. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque voyage en dehors de ces murs. C'était mon champ de bataille, mon échiquier. Au moment où je suis arrivé à l'épicerie, mon plan mijotait déjà. J'ai rempli mon panier avec tous les suspects habituels. Des repas riches et gourmands regorgeant de calories. Les viandes transformées riches en sodium. Des ragoûts faussement copieux, bourrés de graisse et de sucre. Il ne s'agissait plus seulement de nourriture réconfortante. C'était une stratégie, adoucir leur corps, émousser leurs contours, les rendre lents et faciles à manipuler. Mais la nourriture n'était qu'une partie du problème. The réelle pièce de résistance? La trace écrite. De retour à la maison, j'ai soigneusement documenté chaque reçu, chaque facture d'épicerie, chaque dollar dépensé, tout cela sous le nom de Ryan. J'avais discrètement étendu mes lignes de crédit. Des comptes bancaires que j'avais poussés vers le découvert. Pendant tout ce temps, il continuait à se faire plaisir, à exiger, complètement aveugle à la profondeur à laquelle il s'enfonçait. Et moi? J'ai simplement souri et cuisiné. Chaque repas me rapprochait un peu plus du but. Mais juste au moment où tout semblait se mettre en place, la vie, avec son timing impeccable, m'a rappelé de ne pas être trop à l'aise. Suite dans le prochain message en raison de la longueur. Suite du message précédent. J'étais en train de ranger le salon, de ranger le courrier, de refaire le plein de coussins, quand je l'ai repéré, encore l'ordinateur portable de Ryan, laissé ouvert sans précaution. Je n'avais jamais prévu de fouiner, mais après cette dernière découverte, je n'ai pas pu m'en empêcher. L'écran affiche une fenêtre de navigateur, en pause au milieu de la recherche. Comment souscrire une deuxième assurance vie sans le consentement du membre de la famille?
Les façons courantes par lesquelles les membres âgés de la famille disparaissent. Retirer légalement quelqu'un d'une fiducie après son décès. J'ai à peine lu le reste que la nausée m'a pris l'estomac. Il n'a jamais été question que de la maison. Il n'a jamais été question que d'argent. Il voulait me faire disparaître, m'effacer, m'oublier. J'ai claqué l'ordinateur portable, mon rythme cardiaque était désormais stable, mon esprit plus vif que jamais. Il était temps d'arrêter de jouer la défense. Le lendemain matin, je me suis rendu directement chez mon assureur. La réceptionniste, joyeuse et inconsciente, a tapé sur son clavier lorsque j'ai posé des questions sur les politiques en vigueur à mon nom. Elle hocha la tête, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Oui, mademoiselle Monroe, une assurance vie haut de gamme, niveau premium. L'une de nos formules les plus complètes. J'ai signé les formulaires qu'elle m'a proposés, des documents qui m'ont donné une visibilité complète sur le compte. Je suis reparti avec un exemplaire soigneusement rangé dans mon sac à main, l'esprit en proie à une tempête silencieuse. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Mais ils m'ont sous-estimé encore une fois. Quand je suis rentré à la maison, ils se prélassaient dans le salon, la télévision à fond, un tas d'emballages de collations jonchait la table basse. Ryan a bondi, tout en faux charme, attrapant mes sacs d'épicerie. « Laisse-moi t'aider, maman. Tu as l'air épuisé. » J'ai souri légèrement. « Oh, je vais bien. » Élise s'est approchée en glissant son bras autour du mien, sa voix sirupeuse. « Nous pensions qu'un petit voyage pourrait peut-être te remonter le moral. » J'ai incliné la tête. « Un voyage ?» Ryan hocha la tête, ses yeux pétillants d'un enthousiasme exercé. « Ouais, direction le parc national Fairview. Un peu de randonnée, de l'air frais, un agréable changement de décor. Fairview. À distance. Robuste. Le genre d'endroit que les équipes de recherche redoutent. Le genre d'endroit où les corps disparaissent. » J'ai presque ri à haute voix. Au lieu de cela, j'ai posé doucement une main sur l'épaule d'Élise, ma voix chaude comme du miel. « Ça a l'air parfait. Je vais commencer à faire mes valises. » Ils échangèrent un rapide regard, ravis de ma complaisance. Mais ce qu'ils ne savaient pas. Ils ne m'invitaient pas dans leur piège. Je les conduisais directement dans le mien. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages avec soin, des chaussures de randonnée, une veste imperméable et une trousse de premier secours discrète. Et rangé en toute sécurité dans la doublure de mon sac à dos, les sédatifs que j'avais récupérés dans leur réserve cachée. Chaque pas, chaque objet, chaque respiration, tout est calculé. Au moment où nous sommes partis le lendemain matin, mon cœur était stable et mon esprit vif comme du verre. Je ne faisais pas que survivre à ce voyage. Je terminais le jeu. Et cette fois, je n'étais pas la proie. Ils voulaient que j'aille chercher de l'eau, que je prépare les repas, que je sourie, que j'acquiesce, que je borde les couvertures, tandis qu'eux-mêmes sombraient dans l'épuisement physique. Des années de repas copieux et gourmands avaient déjà fait leurs preuves, usant silencieusement leur corps et embrouillant leur esprit. Le stress, les plans qui se déjouaient, tout cela s'accumulait. Leur énergie s'est évanouie. Leur confiance s'est ébranlée. Et moi? Je m'épanouissais dans le calme. Le jour de leur libération, j'ai su que nous étions arrivés au dernier acte. Ryan est retourné dans sa compagnie, les épaules droites, reprenant sa fausse bravade. Cela a duré 2 heures. L'appel est arrivé rapidement, sa voix était affolée. « Maman, je ne peux pas entrer dans l'immeuble. Ils m'ont licencié. Ils ont gelé mes comptes. Je n'ai même pas bronché. » Je lui ai simplement tapoté la main quand il est rentré chez lui, le visage gris de panique. « Dure journée ?» demandai-je gentiment en glissant une assiette fumante devant lui. Ses yeux flamboyaient. Ses poings se serrèrent. Finalement, il craqua, les fissures se dessinant comme des toiles d'araignée sur sa façade soigneusement construite. « Suis-je vraiment si inutile pour toi? Pourquoi me virerait-il » Je souris doucement, en repoussant une mèche de cheveux égarée derrière mon oreille. « Ne te décourage pas, ma chérie. J'ai de l'argent. Je prendrai soin de vous deux. Tu ne devrais plus te stresser pour le travail. » Son regard s'est aiguisé, la suspicion s'est installée. J'ai donc adouci l'appât. « Au fait, pourquoi ne pas vous envoyer tous les deux en vacances? Ça vous viderait un peu la tête. Qu'en dis-tu » Une lueur d'hésitation traversa son visage, mais la cupidité l'emporte toujours avec Ryan. Ça a toujours été le cas.
Ouais, peut-être. Ce ne serait peut-être pas si mal. Élise, toujours opportuniste, se redressa immédiatement. Des vacances? Parfait. On mérite bien une pause. Je leur ai réservé un voyage de luxe de 7 jours dans les Keys de Floride. Tous frais payés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était mon cadeau d'adieu. Pendant qu'ils se prélassaient au soleil, buvaient des cocktails au bord de la piscine et faisaient du shopping jusqu'à épuisement, je me suis mis au travail. Je les ai débarrassés. J'ai engagé des déménageurs. J'ai emballé jusqu'au dernier de leurs biens, meubles, vêtements, bibelots, bric-à-brac, tout a été expédié directement au centre de dons communautaires. Les objets de valeur? Vendus. La maison? Purgée. Les serrures ont été changées. La sécurité a été mise à jour. À l'atterrissage, il ne leur restait plus qu'une pile d'enveloppes aux factures et relevés de crédit soigneusement détaillés tous au nom de Ryan. Car chaque dollar dépensé pour ses vacances, ce n'était pas le mien. C'était le sien. Sa limite de crédit, dépassée, comme toujours. Le téléphone sonna dans l'heure. La voix cassante et venimeuse de Ryan traversa la ligne. C'est quoi ce bordel? Tu m'as envoyé des factures? Je me suis penché en arrière, sirotant mon thé, regardant le soleil peindre des traînées dorées sur mon parquet. L'argent que tu as dépensé, Ryan. C'est à toi de le rembourser. Il bafouilla, stupéfait, puis furieux. Je suis ton fils. N'est-il pas normal de dépenser son argent? Je ris doucement, savourant l'ironie amère. C'est drôle comme tu te souviens que tu es mon fils quand les factures arrivent. J'ai raccroché et posé mon téléphone avec un calme délibéré. Dehors, le vent d'automne agitait les arbres, les feuilles craquantes frôlant le porche. La maison était enfin calme. Et mon cœur l'était aussi. Il ne leur a pas fallu longtemps pour apparaître. La sonnette retentit forte, insistante, désespérée. Puis vint le martèlement, le poing de Ryan s'abattant sur le bois avec une telle force qu'il en fit trembler le cadre. « Maman! Ouvre cette foutue porte! Tu m'entends » Je restai silencieuse dans le hall, les yeux fixés sur la porte, laissant l'écho de sa voix résonner dans la maison. De l'autre côté, la voix d'Élise perça, stridente et furieuse. « C'est ta façon de couper les ponts avec ton propre fils? Quel genre de mère fait ça ?» J'ai pris mon temps pour déverrouiller la porte, juste assez pour l'entr'ouvrir. La chaîne était toujours attachée au cadre, bloquant l'entrée. Ryan s'y est immédiatement appuyé, le visage sauvage, les yeux injectés de sang. « Que fais-tu? C'est notre maison. Tu as dit qu'elle était à nous. » J'ai incliné la tête, gardant une expression douce, presque confuse. « Vraiment? Tu es sûr? » Il glissa une épaisse enveloppe à travers l'espace dans la porte. L'acte. Les papiers. Vous l'avez signé. Je pris le dossier et le feuilletai lentement et prudemment. Le coin de ma bouche se releva. Élise planait derrière lui, les bras croisés, le ricanement figé. Ne fais pas l'innocent. Nous t'autorisons à rester ici par gentillesse. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un rire discret et sans humour m'a échappé tandis que je brandissais les papiers. Regardez de plus près. Ryan les repoussa d'un coup sec, les sourcils froncés tandis qu'il parcourait les pages. Son visage perdit toute couleur. Élise les lui arracha des mains et les feuilleta avec frénésie. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle atteignit la dernière page, lisant les petits caractères soigneusement gravés au bas. À titre d'illustration uniquement. Ce document ne constitue pas un transfert de propriété juridiquement contraignant. Ses yeux se sont levés pour rencontrer les miens, écarquillés, furieux. Vous nous avez trompés. Je souris faiblement, la voix calme. Non, ma chérie. Vous vous êtes trompée. Vous étiez tellement occupé à fêter votre héritage que vous n'avez même pas lu le contrat. La façade de Ryan s'effondra complètement. Il poussa la porte plus fort, la voix brisée. Je suis ton fils. Comment as-tu pu me faire ça? Le poids de ce mot s'est installé entre nous comme un brouillard amer. Je me suis stabilisé en expirant lentement. Il était temps. Je tendis la main derrière le chambranle de la porte et en sortis une autre enveloppe. Plus épaisse. Plus lourde. Plus définitive. C'est pour ça, dis-je en le lui tendant, que j'ai pu le faire. Il me l'arracha des mains, ses doigts tremblants déchirant le sceau. Tandis qu'il lisait, ses lèvres remuèrent silencieusement,
son visage s'empourpra de rage, puis devint d'une pâleur fantomatique. Élise se pencha et lut avec lui. Sa mâchoire se détendait à chaque ligne. Résultat du test de paternité. Objet, Ryan Monroe. Mère biologique, Susan Carter. Résultat, 0% de correspondance avec Hélène Monroe. Silence. Long. Froid. Final. Ryan recula d'un pas. Les papiers lui tombèrent des mains. Non, non. Tu mens, murmura-t-il d'une voix faible et brisée. J'ouvris la porte plus largement, sortis sur le porche, me retrouvant face à face avec lui pour la première fois depuis des mois. Je ne suis pas ta mère biologique, dis-je d'une voix ferme, sans amertume. Ton père, l'homme qui a détruit mon mariage, t'avait avec elle. Et quand ils ont tous deux disparu, je t'ai recueilli. Il secoua la tête, son expression se transformant en incrédulité. Tu m'as élevé. Je l'ai fait, répondis-je doucement. Je t'ai donné un foyer. Un nom. Une éducation. Je t'ai sauvé de tes dettes. J'ai tout sacrifié. Je laisse le poids de ces mots retomber avant de continuer, plus calme maintenant. Et qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes amères et laides d'un homme dont le filet de sécurité venait d'être coupé. Élise le retira, mais son expression avait changé. Le calcul froid laissa place à la panique. À propos de cette petite randonnée, ajoutai-je en la regardant, je n'ai jamais touché à la boisson que tu m'as donnée. Mais vous deux, vous avez pris votre propre médicament. Son visage est devenu pâle. Je reculai et refermai la porte derrière moi. Le peine dormant s'enclencha avec un clic satisfaisant. Dehors, j'entendis la voix de Ryan se briser en sanglots rauques et paniqués. Les murmures aigus d'Élise sifflaient à travers la porte, leurs pas frénétiques s'éloignant sous le porche. Mais je n'ai pas regardé. Je n'ai pas ouvert la porte. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas hésité à me protéger. Je m'appuyai contre la porte, le silence de la maison s'installant autour de moi comme une couverture douce et familière. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti en sécurité. Le lendemain matin arriva avec un calme étrange. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, dessinant de douces rayures sur le sol du salon. L'horloge tic-tac résonnait au mur. Dehors, les oiseaux gazouillaient faiblement, inconscients de la tempête qui s'abattait enfin sur la maison. Je me suis servi une tasse de café, l'odeur chaude et amère se répandant dans l'air. Le silence m'était inhabituel, mais pas désagréable. Jusqu'à ce que l'on frappe à la porte. Pas le martèlement frénétique et furieux de la veille, oh non. Celui-ci était plus doux. Hésitant. Calculé. J'ouvris la porte et trouvai Ryan debout. Ses yeux étaient rouges, ses épaules affaissées, comme un enfant surpris en train de sortir après le couvre-feu. « Maman » dit-il, la voix brisée, le mot fragile et faible. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il hésita, déglutit difficilement, puis brandit une petite enveloppe. Je suis allé à l'hôpital ce matin. J'ai fait un autre test. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, le poids des décennies derrière ce simple geste. Pendant un instant, aucun de nous deux n'a parlé. Le jeune homme debout sur mon porche n'était plus le même manipulateur arrogant qui avait emménagé chez moi quelques semaines plus tôt. Cette version-là, il avait l'air perdu. Acculé. Vide. Mais je savais qu'il ne fallait pas se fier à ce regard. Maman, réessaya-t-il d'une voix tremblante, tu m'as quand même élevé. Ça compte, non? J'ai siroté mon café, laissant le silence s'étendre entre nous comme une corde raide. Vraiment, demandai-je doucement. Il hésita. Sa mâchoire tremblait, comme s'il cherchait les mots justes. Mais au lieu d'excuses, ce qui ressortait était la même rengaine, un sentiment de droit familier, maquillé de désespoir. Je suis toujours ton fils. Avec ou sans papier, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. J'ai incliné la tête. C'est drôle. N'est-ce pas ce que tu as essayé de me faire dans les bois? Il tressaillit. La culpabilité traversa son visage, mais seulement l'espace d'une seconde. Derrière lui, une élégante voiture noire s'engagea dans l'allée. La vitre s'abaissa, révélant Élise sur le siège passager. Son visage était pâle. Ses lèvres étaient serrées par l'amertume. J'aperçus une vague lueur de panique dans ses yeux.
Bien, pensai-je. S'il te plaît, répéta Ryan, plus doucement. On peut juste parler? J'y ai pensé. Mais ensuite je me suis souvenu. Je me souvenais de chaque mensonge. De chaque ricanement. De la cupidité. Des complots. De la trahison. Et de la façon dont il m'avait enlevé Baxter, comme s'il n'était rien de plus qu'un inconvénient. J'ai souri faiblement. Nous avons assez parlé. Ses épaules s'affaissèrent. Il ouvrit la bouche pour protester, mais je refermai doucement la porte. Cette fois, je l'ai verrouillée 2 fois. Je l'ai regardé par la fenêtre tandis qu'il regagnait furtivement la voiture. Élise le fusilla du regard tandis qu'il s'installait sur le siège passager. Le moteur rugit et ils quittèrent l'allée, ne laissant derrière eux qu'une légère odeur de gaz d'échappement. Mais ils ne m'ont pas laissé dans le vide. Ils m'ont laissé avec clarté. J'ai passé l'après-midi à emballer leurs affaires restantes, le peu qui n'avait pas déjà été donné à des œuvres caritatives ou vendues pendant qu'ils prenaient le soleil dans les quays. Des bricoles. Des vêtements oubliés. Des bibelots de leur fausse vie ici. J'ai tout mis en boîte. Au coucher du soleil, un camion de dons est arrivé dans l'allée. Un jeune homme poli m'a aidé à charger les derniers envois. J'ai signé les papiers et j'ai regardé le camion disparaître dans la rue. La maison m'appartenait enfin, pour la première fois depuis des années. Mais la vie, dans sa poésie tortueuse, n'était pas encore tout à fait terminée. Plus tard dans la soirée, un numéro familier s'est allumé sur mon téléphone. Marcus Grant. L'homme que j'avais sauvé à Fairview. L'homme au pouvoir discret, à la richesse et à l'étrange capacité d'apparaître au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai répondu, ma voix ferme. Marcus. Salut, Hélène. Sa voix était chaleureuse. Sincère. Portée par une force tranquille. Tu as 1 minute? J'ai souri malgré moi. J'ai plus d'1 minute. Il rit doucement. Bien. Eh bien, je repensais à notre dernière conversation. À la façon dont tu as disparu de l'hôpital si vite. Je m'appuyais contre le comptoir, regardant les derniers rayons du soleil s'estomper derrière les arbres. Je ne cherchais pas à disparaître, ai-je dit. J'avais juste des détails à régler. Un silence. Puis, et maintenant, comment sont les détails? J'ai jeté un coup d'œil autour de la maison. Les sols propres. Les murs silencieux. La porte d'entrée fermée. Plutôt bien nouée, ai-je admis. Sa voix s'adoucit. Bien. Écoute. Je sais que tu n'es pas le genre de femme à avoir besoin d'être secourue. Mais, un dîner? Juste un dîner. Sans pression. J'y ai pensé. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus coincé. Je ne me sentais pas le pion de quelqu'un. Ni la mère de quelqu'un. Ni la responsabilité de quelqu'un. Je me sentais moi-même. Un dîner me semble bien, dis-je d'une voix douce, mais assurée. Juste un dîner, répéta Marcus. Je viendrai te chercher vendredi. Un petit sourire tira mes lèvres. À plus tard. J'ai raccroché. La maison était enfin, heureusement, immobile. Pour une fois, je n'attendais pas la prochaine trahison. J'étais prêt à affronter la suite. Vendredi est arrivé plus vite que prévu. La maison était impeccable. Pas le genre de nettoyage forcé et frénétique qu'on fait pour impressionner les invités qu'on n'apprécie pas. Mais le genre simple et silencieux. Pas de pile de courrier. Pas de vaisselle sale dans l'évier. Pas de chaussures oubliées près de la porte. Leurs affaires avaient disparu. Leurs ombres avaient disparu. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Quand Marcus arriva, sa voiture était au ralenti, élégante et discrète, comme tout ce qui le caractérisait. J'ouvris la portière avant même qu'il ne frappe, et je sortis sur le porche avec un sourire discret. Il se redressa, ses yeux me scrutant, non pas avec l'examen minutieux de quelqu'un qui juge, mais avec l'attention simple et persistante de quelqu'un remarqué. « Tu as l'air paisible, dit-il doucement. J'ai ri. Première fois depuis des années. Il m'ouvrit la portière passager et je m'y glissai. Les sièges en cuir souple se réchauffèrent sous moi tandis qu'il prenait le volant. Le trajet fut d'abord silencieux, confortable. La radio bourdonnait doucement, les lumières de la ville scintillaient tandis que nous passions devant les devantures de magasins et les restaurants nocturnes.
Nous avons fini dans un restaurant chaleureux niché au bord de la rivière. Murs de briques, lumière tamisée, un doux fond sonore de jazz. C'était facile. Au cours du dîner, la conversation s'est éloignée, livres, musique, absurdité de la politique locale. Rien de lourd, rien de tranchant. Jusqu'à ce que, bien sûr, l'inévitable question se pose. Alors, demanda Marcus en posant son verre de vin, le regard fixe mais curieux, quelle est la prochaine étape pour toi? Je marquai une pause, faisant lentement tournoyer mon verre. La question me taraudait depuis des semaines, muette, mais constante. Que se passe-t-il après avoir brûlé les derniers ponts? Après avoir enfin cessé de se sacrifier pour des gens qui ne l'ont jamais apprécié? J'ai souri faiblement. Pour une fois, je n'ai pas besoin de savoir. Il haussa un sourcil, visiblement amusé. J'ai haussé les épaules. J'ai passé ma vie à planifier pour les autres, à réparer leurs erreurs, à recoller les morceaux. Je pensais que si j'aimais suffisamment, ce serait suffisant. J'ai bu une gorgée de mon vin, l'amertume était vive et satisfaisante. Il s'avère que l'amour ne fonctionne pas comme ça. Marcus hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant de compréhension. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons fini de dîner. La conversation n'a jamais dévié vers Ryan ou Elise. Ce n'était pas nécessaire. Leur chapitre était clos. Sur le chemin du retour, Marcus n'a pas insisté, n'a pas cherché à savoir ce que je voulais dire. Il m'a simplement raccompagné jusqu'à ma porte, les mains dans les poches de sa veste. N'hésitez pas à m'appeler, dit-il, un sourire discret aux commissures des lèvres. Sans pression. J'ai souri. Peut-être que je le ferai. Après son départ, je suis resté un long moment sur le porche, à regarder les étoiles se dessiner dans le ciel sombre. La maison derrière moi semblait lumineuse, vide, dans toute sa splendeur. Mais la vie n'avait pas encore fini de nous réserver des surprises. Une semaine plus tard, le colis est arrivé. Pas d'adresse de retour. Une simple enveloppe marron. Mais je connaissais l'écriture. À l'intérieur se trouvaient des documents, des notes internes, des changements de personnel exécutif et des rapports financiers de Grant Enterprises. Un nom, autrefois fièrement imprimé sur chaque dossier de projet, avait été effacé. Ryan Monroe au parti. Écartelé de tout investissement. De toute promotion. Sa réputation effacée aussi vite qu'elle s'était bâtie. Je n'ai pas demandé comment c'était arrivé. Je n'en avais pas besoin. Marcus n'en a jamais dit un mot non plus. Quelques jours plus tard, il est arrivé avec un café, un sourire discret et un nouveau livre pour ma collection. Nous n'avons jamais discuté du colis. Nous n'avons pas eu à le faire. J'ai rangé les documents dans mon tiroir, je les fermai doucement et je suis retourné dans mon jardin. Le romarin prospérait. La lavande, haute et parfumée. La menthe, s'étalant à profusion le long de la clôture. C'est drôle à quelle vitesse la vie grandit quand on commence enfin à planter pour soi-même. Je ne savais pas où le prochain chapitre me mènerait. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de le découvrir. Les mois qui suivirent s'installèrent dans un rythme dont j'ignorais l'attrait. Les matinées passèrent à arpenter les sentiers du quartier, l'air frais emplissant mes poumons. Les après-midi à m'occuper de mon petit jardin d'herbes aromatiques, à regarder la menthe et le romarin s'étendre vers le soleil comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Les soirées, levées sur la véranda, un livre sur les genoux, le léger bourdonnement de la circulation au loin se mêlant au chant des grillons. Il n'y avait pas de porte claquée. Pas d'accusation. Pas de sourire forcé tendu sur des complots cachés. Juste du silence. Et parfois, Marcus. Au début, c'était décontracté. Un café par-ci, une promenade par-là. Aucune promesse. Aucune pression. Mais lentement, mais sûrement, il s'est imposé. Une présence douce et constante dans une vie qui n'avait été que bord tranchant et fils emmêlés pendant bien trop longtemps. Il n'a pas cherché à combler le silence. Il n'a pas insisté pour obtenir des explications. Il vient juste d'arriver. C'était la chose la plus inhabituelle et la plus réconfortante que j'avais vécue depuis des années. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était subtil la façon dont l'estomac se noue avant que le cerveau ne comprenne. L'identifiant de l'appelant s'est affiché, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais une partie de moi le savait. Bonjour. Une pause. Puis la voix de Ryan petite, cassée, à peine cohérente. Maman.
Le mot ne piquait plus comme avant. Il sonnait creux, comme un titre usé par un usage abusif. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je d'une voix calme et indéchiffrable. Il balbutia. Le son d'une respiration saccadée emplit la ligne. Je suis désolé. Je laisse le silence s'étirer, attendant la vraie raison. C'est mauvais, admit-il finalement, la voix brisée. L'entreprise, les gens de Marcus, tout a disparu. Les investissements. Les contrats. Ma réputation. Ces mots s'en mêlaient, désespérés. Se dénouaient. Bien. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Mais cette pensée s'est ancrée dans ma poitrine comme une pierre lisse. Je suis ruiné, murmura-t-il. Et Élise, elle est partie. Je m'appuyai contre le comptoir, mes doigts traçant le bord froid du granit. Je vois. Un rire amer grésilla dans le combiné. Bien sûr que si. Tu vois toujours tout. Ce n'était pas un compliment. C'était une accusation. Mais je l'ai laissé passer. Je ne sais pas quoi faire, continua-t-il d'une voix rauque. Tu arranges toujours les choses. Tu m'as toujours sauvé. Pendant une fraction de seconde, je me suis souvenu de lui comme d'un garçon, les yeux écarquillés, accroché à ma main, me regardant comme si je détenais les réponses à tout. Mais ce petit garçon était parti bien avant que je le laisse revenir dans ma maison. Et l'homme au téléphone, ce n'était pas à moi de le sauver. Tu n'es plus un enfant, Ryan, dis-je doucement. Et je ne suis pas ton filet de sécurité. Il n'a pas répondu. J'entendais la panique sourde derrière son silence. La prise de conscience s'installait. J'espère que tu trouveras une solution, ai-je ajouté d'un ton calme et posé. Mais j'ai fini de nettoyer tes bêtises. La ligne crépitait. Puis, faiblement, je suppose que je le mérite. Je n'étais pas d'accord. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis fin à l'appel en posant délicatement le téléphone sur le comptoir. Cette nuit-là, je ne suis pas resté éveillé à repasser la conversation, à décortiquer chaque mot. J'ai dormi du sommeil le plus profond et le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Et au matin, Marcus est arrivé avec des bagels frais et du café. Nous nous sommes assis sur la véranda, à regarder le soleil se lever sur les toits, le monde s'éveillait lentement. Tu as l'air plus léger, remarqua-t-il, les yeux plissés par un amusement discret. Je souris en découpant le bagel chaud. Peut-être que je le suis enfin. Il n'a pas insisté pour obtenir des détails. Il n'était pas obligé de le faire. Le passé ne me pesait plus. Pour la première fois de ma vie, je ne portais pas les bagages des autres. Juste les miens. Et même cela, c'était un peu plus léger à chaque lever de soleil. Le printemps arrivait lentement, comme si la maison elle-même s'exhalait. Les arbres du quartier déployaient leurs nouvelles feuilles, d'un vert tendre sur un ciel bleu pâle. Mon jardin d'herbes aromatiques se réveillait de l'hiver, des brins de lavande et de romarin s'élevaient vers le soleil. Et moi, j'étais toujours là. Mais j'étais différent. Il n'y avait plus de portes claquées. Plus d'exigences stridentes d'Élise. Plus de compliments indirects. Plus de regards calculateurs de Ryan à travers la table. Ils étaient partis. Et leur absence ne résonnait pas. Elle ne faisait pas mal. C'était calme et propre, comme de la peinture fraîche recouvrant de vieilles taches. Mais le destin, avec son étrange sens du timing, n'avait pas fini de me mettre à l'épreuve. Le courrier est arrivé cet après-midi-là. Au début, juste des factures et des courriers indésirables. Mais entre les offres de cartes de crédit se trouvait une enveloppe épaisse de couleur crème avec un logo familier gravé en haut, groupe. Mon cœur a fait un bond. Ce n'était pas le logo en lui-même, mais le souvenir qui se cachait derrière. Marcus. Je l'ouvris avec précaution, les doigts fermes. À l'intérieur se trouvait une invitation. Un dîner d'entreprise. Une célébration d'un nouveau leadership. De nouveaux partenariats. De nouveaux départs. Une note manuscrite accrochée en haut, dans une écriture soignée et audacieuse. Hélène. Je sais que les foules ne sont pas ton truc, mais j'adorerais que tu sois là. Aucune pression. Marcus. J'ai souri malgré moi. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas acculé par les attentes de qui que ce soit. Il n'y avait aucune performance. Aucune manipulation. Juste une demande silencieuse. Une porte ouverte. Il m'ouvrit la portière passager et je m'y glissai.
Les sièges en cuir souple se réchauffèrent sous moi tandis qu'il prenait le volant. Le trajet fut d'abord silencieux, confortable. La radio bourdonnait doucement, et les lumières de la ville scintillaient tandis que nous passions devant les devantures de magasins et les restaurants ouverts tard le soir. Nous avons atterri dans un restaurant chaleureux niché au bord de la rivière. Murs de briques, lumière tamisée, un doux fond sonore de jazz. C'était facile. Au cours du dîner, la conversation s'est éloignée, livres, musique, absurdité de la politique locale. Rien de lourd, rien de tranchant. Jusqu'à ce que, bien sûr, l'inévitable question se pose. Alors, demanda Marcus en posant son verre de vin, le regard fixe mais curieux, quelle est la prochaine étape pour toi? Je marquai une pause, faisant lentement tournoyer mon verre. La question me taraudait depuis des semaines, muette mais constante. Que se passe-t-il après avoir brûlé les derniers ponts? Après avoir enfin cessé de se sacrifier pour des gens qui ne l'ont jamais apprécié? J'ai souri faiblement. Pour une fois, je n'ai pas besoin de savoir. Il haussa un sourcil, visiblement amusé. J'ai haussé les épaules. J'ai passé ma vie à planifier pour les autres. À réparer leurs erreurs. À recoller les morceaux. Je pensais que si j'aimais suffisamment, ce serait suffisant. J'ai siroté mon vin, l'amertume était forte et satisfaisante. Il s'avère que l'amour ne fonctionne pas comme ça. Marcus hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant de compréhension. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons fini de dîner. La conversation n'a jamais dévié vers Ryan ou Elise. Ce n'était pas nécessaire. Leur chapitre était clos. Sur le chemin du retour, Marcus n'a pas insisté, n'a pas cherché à savoir ce que je voulais dire. Il m'a simplement raccompagné jusqu'à ma porte, les mains dans les poches de sa veste. N'hésitez pas à m'appeler, dit-il, un sourire discret aux commissures des lèvres. Sans pression. J'ai souri. Peut-être que je le ferai. Après son départ, je suis resté un long moment sur le porche, à regarder les étoiles se dessiner dans le ciel sombre. La maison derrière moi semblait lumineuse, vide, dans toute sa splendeur. Mais la vie n'avait pas encore fini de nous réserver des surprises. Une semaine plus tard, le colis est arrivé. Pas d'adresse de retour. Une simple enveloppe marron. Mais je connaissais l'écriture. À l'intérieur se trouvaient des documents, des notes internes, des changements de personnel exécutif, des rapports financiers de Grand Enterprises. Un nom, autrefois fièrement imprimé sur chaque dossier de projet, avait été effacé. Ryan Monroe. Parti. Écartelé de tout investissement, de toute promotion. Sa réputation s'est effacée aussi vite qu'elle s'était bâtie. Je n'ai pas demandé comment c'était arrivé. Je n'en avais pas besoin. Marcus n'en a jamais dit un mot non plus. Quelques jours plus tard, il est arrivé avec un café, un sourire discret et un nouveau livre pour ma collection. Nous n'avons jamais discuté du colis. Nous n'étions pas obligés de le faire. J'ai rangé les documents dans mon tiroir, je les fermai doucement et je suis retourné dans mon jardin. Le romarin prospérait. La lavande, haute et parfumée. La menthe, s'étalant à profusion le long de la clôture. C'est drôle à quelle vitesse la vie grandit quand on commence enfin à planter pour soi-même. Je n'étais pas sûr de la direction que prendrait le prochain chapitre, mais pour la première fois, je n'avais pas peur de le découvrir. Les mois qui suivirent s'engagèrent dans un rythme dont j'ignorais l'attrait, des matinées passées à arpenter les sentiers du quartier, l'air frais emplissant mes poumons. Des après-midi à m'occuper de mon jardin d'herbes aromatiques, à regarder la menthe et le romarin s'étendre vers le soleil comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Des soirées, levées sur la véranda, un livre sur les genoux, le léger bourdonnement de la circulation au loin se mêlant au chant des grillons. Il n'y avait pas de porte claquée. Pas d'accusation. Pas de sourire forcé tendu sur des complots cachés. Juste du silence. Et parfois, Marcus. Au début, c'était décontracté, un café par-ci, une promenade par-là. Aucune promesse. Aucune pression. Mais lentement, mais sûrement, il s'est imposé. Une présence douce et constante dans une vie qui n'avait été que bord tranchant et fils emmêlés pendant bien trop longtemps. Il n'a pas cherché à combler le silence. Il n'a pas insisté pour obtenir des explications. Il vient juste d'arriver. C'était la chose la plus inhabituelle et la plus réconfortante que j'avais vécue depuis des années. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était subtil la façon dont l'estomac se noue avant que le cerveau ne comprenne.
L'identifiant de l'appelant s'est affiché, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais une partie de moi le savait. Bonjour. Une pause. Puis la voix de Ryan petite, cassée, à peine cohérente. Maman. Le mot ne piquait plus comme avant. Il sonnait creux, comme un titre usé par un usage abusif. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je d'une voix calme et indéchiffrable. Je. Balbutia Théil. Le son d'une respiration saccadée emplit la ligne. Je suis désolé. Je laisse le silence s'étirer, attendant la vraie raison. C'est mauvais, admit-il finalement, la voix brisée. L'entreprise, les gens de Marcus, tout a disparu. Les investissements. Les contrats. Ma réputation. Ces mots s'en mêlaient, désespérés, se dénouaient. Bien. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais cette pensée s'est installée dans ma poitrine comme une pierre lisse. Je suis ruiné, murmura-t-il. Et Élise, elle est partie. Je m'appuyai contre le comptoir, mes doigts traçant le bord froid du granit. Je vois. Un rire amer grésilla dans le combiné. Bien sûr que si. Tu vois toujours tout. Ce n'était pas un compliment, c'était une accusation. Mais je l'ai laissé passer. Je ne sais pas quoi faire, continua-t-il d'une voix rauque. Tu arranges toujours les choses. Tu m'as toujours sauvé. Pendant une fraction de seconde, je me suis souvenu de lui comme d'un garçon, les yeux écarquillés, accroché à ma main, me regardant comme si je détenais les réponses à tout. Mais ce petit garçon était parti bien avant que je le laisse revenir dans ma maison. Et l'homme au téléphone, ce n'était pas à moi de le sauver. Tu n'es plus un enfant, Ryan, dis-je doucement. Et je ne suis pas ton filet de sécurité. Il n'a pas répondu. Je pouvais entendre la panique silencieuse derrière son silence, la prise de conscience qui s'installait. J'espère que tu trouveras une solution, ai-je ajouté d'un ton calme et posé. Mais j'ai fini de nettoyer tes bêtises. La ligne crépita. Puis, faiblement, je suppose que je le mérite. Je n'étais pas d'accord. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis fin à l'appel en posant délicatement le téléphone sur le comptoir. Cette nuit-là, je ne suis pas resté éveillé à repasser la conversation, à décortiquer chaque mot. J'ai dormi du sommeil le plus profond et le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Et au matin, Marcus est arrivé avec des bagels frais et du café. Nous nous sommes assis sur la véranda, à regarder le soleil se lever sur les toits, le monde s'éveillait lentement. Tu as l'air plus léger, remarqua-t-il, les yeux plissés par un amusement discret. Je souris en découpant le bagel chaud. Peut-être que je le suis enfin. Il n'a pas insisté pour obtenir des détails. Il n'était pas obligé de le faire. Le passé ne me pesait plus. Pour la première fois de ma vie, je ne portais les bagages de personne d'autre. Juste le mien. Et même cela, c'était un peu plus léger à chaque lever de soleil. Le printemps arrivait lentement, comme si la maison elle-même s'exhalait. Les arbres du quartier déployaient leurs nouvelles feuilles, d'un vert tendre sur un ciel bleu pâle. Mon jardin d'herbes aromatiques se réveillait de l'hiver, des brins de lavande et de romarin s'élevaient vers le soleil. Et moi, j'étais toujours là. Mais j'étais différent. Il n'y eut plus de portes claquées. Plus d'exigences stridentes d'Élise. Plus de compliments indirects. Plus de regards calculateurs de Ryan à travers la table. Ils étaient partis. Et leur absence ne résonnait pas. Elle ne faisait pas mal. Il s'est installé, calme et propre, comme de la peinture fraîche recouvrant de vieilles taches. Mais le destin, avec son étrange sens du timing, n'avait pas fini de me tester. Le courrier est arrivé cet après-midi-là. Au début, juste des factures et des courriers indésirables. Mais, coincé entre les offres de cartes de crédit, se trouvait une épaisse enveloppe couleur crème avec un logo familier gravé en haut. Groupe. Mon cœur a fait un bond. Ce n'était pas le logo en lui-même, mais le souvenir qui se cachait derrière. Marcus. Je l'ouvris avec précaution, les doigts fermes. À l'intérieur se trouvait une invitation. Un dîner d'entreprise. Une célébration d'un nouveau leadership, de nouveaux partenariats, d'un nouveau départ. Une note manuscrite accrochée en haut, dans une écriture soignée et audacieuse. Hélène. Je sais que les foules ne sont pas ton truc. Mais j'aimerais que tu sois là. Aucune pression. Marcus. J'ai souri malgré moi.
Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas acculé par les attentes de quelqu'un. Il n'y a eu aucune performance. Aucune manipulation. Juste une demande silencieuse. Une porte ouverte. Le dîner avait lieu dans un de ces hôtels chics du centre-ville, avec leur sol en marbre et leur plafond si haut qu'ils vous font sentir petit. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une douce robe bleu marine. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais suffisamment pour me rappeler que je savais quand même me montrer. La salle était animée, des serveurs avec des plateaux de champagne, des investisseurs en costumes élégants, des cadres se serrant la main et riant, se positionnant comme des pièces d'échecs. J'ai repéré Marcus près de la scène, plongé dans une conversation avec un groupe de membres du conseil d'administration au regard perçant. Lorsque son regard a croisé le mien, quelque chose dans son expression s'est instantanément adouci. Il s'est excusé, se faufilant à travers la foule jusqu'à me rejoindre. « Tu es venu » dit-il d'une voix chaleureuse et satisfaite. J'ai incliné la tête. « Tu as demandé. » Son sourire s'élargit, le coin de ses yeux se plissa. « Et comment va la vie ?»« Paisible » dis-je en sirotant mon eau. J'ai réfléchi un instant. Paisible et étonnamment calme. Il rit doucement. « Bien. Tu mérites le silence. » Nous nous sommes installés à une table au fond, suffisamment près pour entendre les discours, mais suffisamment loin pour garder une certaine distance avec le cirque de l'entreprise. Tout au long de la soirée, je l'ai observé. Sa déférence. Son autorité discrète. Son assurance discrète. Mais au fond, il n'était pas le genre d'homme à avoir besoin d'être mis en avant. Il existait simplement, solide, stable. Les discours ont commencé. On parlait de croissance du marché, d'expansion future, de projections optimistes. Je laisse les mots m'envahir, mon esprit errant vers la maison, les placards vides, les comptoirs propres, le jardin d'herbes aromatiques fleurissant tranquillement près de la fenêtre. Je n'avais plus cette sensation de vide. On aurait dit de l'espace, une toile vierge. Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dehors, sous le grand auvent de l'hôtel, les lumières de la ville scintillant autour de nous. Marcus glissa ses mains dans ses poches, son expression indéchiffrable pendant un instant. « Puis-je vous demander quelque chose ?» J'ai hoché la tête. « Avez-vous déjà regretté la tournure des événements ?» La question restait en suspens entre nous, lourde mais honnête. J'y ai réfléchi. Regret d'avoir trop aimé. D'avoir fait trop de sacrifices. D'avoir été si longtemps aveugle à la vérité. Peut-être. Mais pour finalement me choisir moi-même ? Pas une seconde. Non, répondis-je doucement. Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour arrêter. Ses yeux s'attardèrent sur les miens, une lueur de compréhension vacilla. Il s'approcha, sans insister, sans insister. Juste là. Et pour une fois, je n'ai pas bronché. Nous sommes restés là un moment, le bourdonnement de la ville derrière nous, la nuit calme et grande ouverte. Et j'ai réalisé que je n'attendais pas la prochaine trahison. Je ne retenais pas mon souffle, attendant que le sol se dérobe sous mes pieds. J'étais juste là. Et c'était suffisant.